Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième rendez-vous du cycle Réussir avec le CNEAP, un cycle de table ronde qui vous propose de découvrir les 1001 facettes de l'enseignement agricole, des sciences du vivant et des territoires. Après avoir exploré les parcours de formation possibles et les spécificités pédagogiques et éducatives de cet enseignement, après avoir échangé avec des professionnels des différentes filières sur lesquelles ouvrent les formations dans nos précédentes tables rondes, il nous a semblé important de prendre du temps avec vous, les parents, car vous êtes parfois, souvent, les premiers prescripteurs d'orientation vers lesquels se tournent vos enfants. Il n'est pas simple de répondre à certaines interrogations et c'est encore plus difficile quand on ne connaît pas suffisamment l'étendue des possibles. Et puis, soyons réalistes, l'enseignement agricole est souvent victime d'idées reçues. Nous allons tenter aujourd'hui de les faire tomber. 5 témoins, parents, élèves, chefs d'établissement, qui croisent ou ont croisé par conviction ou par hasard l'enseignement agricole, vont nous faire part de leur parcours et de leur expérience. Et avec eux, nous allons démêler le vrai du faux, mettre à mal quelques a priori et surtout éclaircir vos questionnements. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Madame Alexandre Bailly, directrice générale de l'ONICEP, l'occasion de rappeler qu'en 2020, Didier Guillaume, alors ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, ont signé une convention nationale de partenariat avec l'ONICEP visant à mieux faire connaître l'enseignement agricole. Madame Alexandre Bailly sera le grand témoin de notre rendez-vous. Sans plus attendre, je cède la parole à Sophie Orange et je vous retrouve à l'issue de ce temps d'échange. Merci beaucoup Maude. Comme d'habitude, ce webinaire sera l'occasion aussi d'un mini tour de France, puisqu'on va aller des montagnes aux vignes en passant par plusieurs régions de France. Comme d'habitude aussi, vous pourrez à la fin de cette rencontre poser toutes les questions que vous le souhaitez dans le chat. Posez-les tout au long de la discussion. Le chat n'est pas là pour accueillir des questions personnelles sur telle orientation de vos enfants, mais plus des questions plus générales sur l'enseignement agricole, sur sa pédagogie, sur les possibilités, les parcours. Voilà, sachez que si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez les poser, on vous y répondra ultérieurement et pas dans ce webinaire pour garder une vision générale. Je vais tout de suite sans tarder accueillir notre grand témoin. Bonsoir Madame Alexandre Bailly, vous êtes donc directrice générale de l'ONICEP, vous nous faites le plaisir de partager cette rencontre avec nous et d'apporter aussi toute votre expérience de l'orientation pour accompagner les parents tout au long de leur questionnement. Peut-être déjà une question basique, mais qui me semble nécessaire de présenter l'ONICEP. Qu'est-ce que l'ONICEP que vous dirigez aujourd'hui? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sophie. L'ONICEP, c'est une vieille dame. Non, c'est pas une vieille dame, c'est un opérateur de 50 ans. C'est pas bien de dire que c'est une vieille dame, qui s'appelle donc l'Office national d'information sur les études et les professions. L'ONICEP, c'est un opérateur sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, mais qui effectivement a un partenariat avec le ministère de l'Agriculture et qui a un rôle d'information nationale à la fois sur les métiers, sur les formations et sur les processus d'orientation en général. Alors, vous savez sans doute que depuis la loi de 2018, nous avons une partie de nos compétences d'information qui ont été transférées aux régions. Donc, les fameux petits guides de l'ONICEP qui se retrouvaient parfois en accordéon dans les cartables de vos enfants ou dans les vôtres quand vous étiez enfant, ont maintenant disparu, puisque ce sont les régions qui procèdent maintenant à la rédaction de ces guides qui existent après la troisième et après la terminale pour expliquer quelles sont les possibilités d'études dans une académie après la troisième ou après la terminale. De notre côté, on a gardé la production de plusieurs collections imprimées. D'une part, la collection Parcours, qui est une collection par secteur d'activité qui permet à un jeune et à sa famille de regarder tous les métiers possibles sur un secteur d'activité et les études qui permettent d'aller vers cette variété de métiers. Et puis la collection Dossier, qui permet une fois par an de faire le point sur toutes les formations possibles dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est le dossier après le bac. Et puis, on a un dossier sur les classes préparatoires, dans lesquelles
Bien entendu, dans les deux cas, on a les formations agricoles et un dossier sur les écoles d'ingénieurs et un autre sur les écoles de commerce. Donc ça, c'est la partie imprimée de ce qu'on produit. Et puis derrière ça, on a un site que vous connaissez tous qui s'appelle onicep.fr, sur lequel vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur tous ces sujets-là. L'objectif de cette convention, c'était pour vous aussi d'intégrer vraiment l'enseignement agricole dans l'ensemble des formations dont parlent toutes les brochures, tous les éléments que vous venez de mentionner. Alors, en fait, c'était de formaliser quelque chose qu'on faisait déjà assez volontiers, puisque l'objectif que nous avons, c'est de permettre aux jeunes d'avoir l'information sur toutes les études possibles. Donc, vous savez qu'on appelle les directeurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, on les appelle des recteurs verts. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette appellation. Et donc, au sein des académies, on travaille à chaque fois de la même façon avec la DRAF qu'avec les rectorats. Et donc, il s'agissait de veiller à ne rien oublier et à pouvoir avoir une présentation exhaustive de l'ensemble des formations qui s'offrent sur un territoire donné aux jeunes de ce territoire-là. L'enseignement agricole souffre encore à vos yeux d'idées reçues, d'images négatives, ce que vous regrettez, bien sûr, j'imagine? Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que les acteurs du monde agricole pensent qu'il y a des idées reçues sur l'enseignement agricole. Alors peut-être que je suis toujours très très bien tombée, mais moi j'ai toujours reçu des informations comme quoi, au contraire, dans l'enseignement agricole, il y a une façon extrêmement efficace de s'occuper des jeunes. Il y a notamment un travail sur la pédagogie qui est très très poussé. Alors il se trouve que j'étais rectrice de Dijon et qu'à Dijon on a AgroSup Dijon qui héberge EduTer, qui est l'institut de recherche et de formation pour les professeurs de l'enseignement agricole. Le fait que la plupart des formations soient sous forme d'internat, ça permet aussi aux jeunes d'avoir une prise en charge complète. Et donc, moi, je n'ai jamais entendu parler de cette mauvaise image. En revanche, qu'il y ait éventuellement une méconnaissance, ça oui, et ça, je peux vous dire que je m'en suis rendu compte la première fois dans les premières commissions d'accès à l'enseignement supérieur que j'ai pu mener, qui sont apparues avec la première édition de Parcoursup, où quand on avait un jeune qui cherchait une formation en BTS, il n'avait absolument aucune idée du fait qu'il y avait des formations dans le même genre en BTSA, et il n'avait absolument pas regardé ça. Et donc on a souvent trouvé des solutions pour des jeunes qui cherchaient des formations en leur proposant des BTSA où il restait parfois des places. Ils pensaient que ça s'arrêtait, que l'enseignement agricole s'arrêtait à la terminale. Voilà, et la discussion de ce soir va montrer que justement ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Madame Alexandre Bailly. On vous retrouve donc en fin de parcours tout à l'heure, une fois que nous aurons entendu, échangé avec tous nos participants, que je vais accueillir maintenant. On va aller tout au sud de la France retrouver Guillaume Ournac. S'il s'est connecté, il va pouvoir nous répondre, ce qui explique le petit retard qu'on a eu à l'allumage. Voilà, c'était pour régler les derniers problèmes de connexion. Est-ce que Guillaume nous entend et peut nous dire un petit bonjour? Si ce n'est pas le cas, on ira dans une autre région de France, plutôt vers la Normandie, retrouver Martine Durand. Alors, j'attends quelques secondes pour Guillaume, et si ce n'est pas le cas, on se reparlera tout à l'heure. Est-ce que vous nous entendez et vous vous connectez? Pas encore tout à fait, visiblement. Donc, je vais accueillir plutôt Martine Durand. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Du côté de la Normandie, pour vous situer, j'aime bien qu'on sache d'où vous parlez parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Alors, je vais résumer en quelques mots la raison de votre présence ici. Vous êtes la maman de Siméon qui était intervenu lors d'un précédent séminaire, webinaire, qui avait eu un parcours scolaire en seconde et en première compliqué. Il était démotivé, il n'avait plus envie d'aller au lycée général. Il voulait aller dans l'enseignement agricole, ce n'était pas votre choix. Donc voilà, c'était des mois un peu compliqués que vous avez vécu. Racontez-nous ce parcours, pourquoi c'était si compliqué pour vous que Siméon rejoigne la formation qu'il voulait intégrer, c'est-à-dire un bac STAV. En fait, il m'avait déjà parlé de cette formation STAV, de cette orientation STAV en seconde. Et puis, ses notes étaient correctes. Donc, je l'ai stimulé sur une première scientifique. Et puis, il s'est peu à peu éteint, démotivé complètement. Et j'avais l'impression de perdre mon fils, mais vraiment de le perdre.
Et je me suis demandé comment il montait dans le train le matin, parce que vraiment plus de morale du tout. Et là, on a commencé à envisager une réorientation, soit redoubler, soit, oui, de toute façon, il allait redoubler. Et c'est là où il m'a dit, maman, si je redouble, c'est en STAV et pas autre chose. Donc, redoubler sa première, hein, il était en première. Oui, voilà. Donc, j'ai quand même, on a fait des recherches, on a rencontré le CIO et effectivement, ça s'orientait vers les métiers de l'agriculture au grand air et il nous avait orienté vers le NICEP aussi. Et on a visité les écoles, les lycées agricoles et il a très vite fait son choix. Il a dit, c'est là où je veux aller. Néanmoins, quand moi j'ai fait la porte ouverte et il a dit l'année dernière, Siméon, je suis arrivée et je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer parce que pour moi, c'était pas concevable que mon fils choisissent une filière agricole. Qu'est-ce qui était si compliqué pour vous dans, ce choix de filière agricole? J'en avais connaissance, mais c'était pas pour moi, c'était pas pour mes enfants. Parce que c'était une autre filière qui correspondait pas, entre guillemets, à mes valeurs, parce qu'on m'a toujours inculqué qu'il fallait faire un parcours classique, que c'était mieux. Et puis voilà comment ça s'est fait. Donc, il est arrivé dans ce lycée, il a dit c'est là que je veux être, et vous vous êtes mise à pleurer. Et avant ça, c'est après la porte ouverte où il m'a dit c'est là où je veux aller. Mais c'est déjà en arrivant, c'était plus fort que moi parce que c'était pas ce que j'espérais pour mon enfant. Et puis finalement, je lui ai fait confiance. Et puis aujourd'hui, je peux me dire qu'il avait raison et que c'est une belle réussite et je le félicite. Je suis admirative du fonctionnement du lycée, vraiment. Travailler par le positif, l'éducation positive, l'encourager, la bienveillance et ce qui m'a impressionnée, c'est en discutant ensuite avec la directrice, quand il s'est inscrit, les premiers jours, quand il est arrivé au lycée, j'ai rencontré la directrice individuellement et elle a dit à Siméon, elle lui a dit que veux-tu faire? Ton parcours, où tu veux aller? Et il lui a dit qu'il aimerait faire une école d'ingénieur. Et là, elle lui a dit clairement, et je suis restée sans mot, elle lui a dit, eh bien, on va t'y amener. Donc, et là, j'ai lâché prise. Et depuis, je vois mon fils épanoui et de plus en plus, parce qu'il s'est pris en main. Il avait des capacités avant, mais il ne les exploitait pas. Et là, on lui a fait confiance, les professeurs lui ont fait confiance. Et je ne peux que dire merci aujourd'hui. Ce qui est très touchant et puis courageux hein, quand même dans votre démarche et dans votre discours, c'est de reconnaître les préjugés que vous aviez au départ. Vous avez dû aussi voilà, changer votre vision, vous bousculer, sortir de vos sentiers à vous. Enfin voilà, c'est très beau aussi le parcours que vous avez fait vous. Après, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux dire qu'aujourd'hui, mon discours vis-à-vis des autres n'est plus du tout le même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, alors déjà, je pense que j'avais moi un travail à faire de confiance envers mon enfant, et puis d'abattre ses préjugés, oui, et qu'aujourd'hui, je peux dire, l'essentiel, c'est que l'enfant soit bien là où il est, et que cette filière technologique peut aboutir à ce que désire l'enfant, ce que veut l'enfant. Heureusement qu'il s'est opposé à vous, finalement. Mais bien sûr, je le remercie aujourd'hui parce que, voilà, si je suis certaine que si je lui avais imposé un redoublement en filière scientifique, eh ben, il se serait écroulé, ça c'est clair.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez peut-être des amis, des parents qui vous parlent de l'évolution de leurs enfants, qui hésitent, l'enseignement général, l'enseignement agricole? Aujourd'hui, vous êtes la meilleure avocate de l'enseignement agricole, si je Bien comprends sûr, bien. bien sûr. J'ai une ancienne professeure du collège de Siméon qui est venue me voir et qui m'a posé des questions pour savoir quel était le meilleur lycée et voilà, et je l'ai encouragée d'écouter son enfant et de choisir là. Après, là, elle était déjà sur une filière agricole, mais je pense que si on me posait la question, j'encouragerais vraiment. Après, je pense que je serai pleinement comblée quand il arrivera à ce qu'il voulait, enfin à son objectif, quand il aura atteint son but. Voilà. Quand il sera dans son école d'ingénieur. Mais je pense qu'il y arrivera parce que maintenant il a compris que c'était son avenir, il se prend en main et je suis très fière. Merci Martine pour la confiance que vous nous accordez aussi à nous partager toutes ces émotions qu'on sent encore très, très vives chez vous, très à fleur de peau, d'accepter le choix de votre fils qui aujourd'hui s'épanouit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés et qui doivent se reconnaître dans tout ce que vous avez dit et votre témoignage est très très précieux, tout comme celui de Guillaume Ournac qui normalement va nous rejoindre. Si Guillaume nous entend, on lui dit bonjour et il nous répond. Logiquement, on va y arriver ou pas encore? Il faut encore qu'on se donne un petit peu de temps. Vous m'entendez? Ah, ben voilà, on entend Guillaume. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? On a l'impression qu'on se parle un petit peu entre deux planètes. Mais l'essentiel, c'est qu'on se parle. Je vous entends très bien, moi. Bon, alors Guillaume Ournac, on entend avec votre accent que vous n'êtes pas en Normandie, près de Carcassonne plutôt. Voilà. Votre parcours est intéressant. Est-ce que vous avez pu entendre Martine et ses réticences sur l'enseignement agricole? Oui, j'ai bien entendu, je vous entendais très bien. Bon, alors pour résumer, vous êtes né dans une famille d'agriculteurs, une famille de vignerons, et vous avez fait tout votre parcours dans l'enseignement agricole. Quelles étaient vos envies? À quel moment vous avez intégré l'enseignement agricole? Alors, l'enseignement agricole, je l'ai intégré à partir de la seconde, en fait. J'étais dans l'enseignement général jusque-là, avec des résultats qui n'étaient pas très, très éblouissants. Donc ensuite, la question ne se posait même pas au début de l'enseignement agricole, puisque je voulais plutôt partir dans un enseignement de mécanique, mais général. Et le fait de ne pas trop savoir, nous avons été invités à avoir un conseiller d'orientation qui a dissuadé mes parents et moi-même donc de partir dans la mécanique générale et plutôt de partir dans la mécanique agricole. Quand vous dites mécanique générale, en fait, votre rêve, c'était de travailler dans l'automobile ou voilà, c'était ça. Voilà, comme tout rêve d'enfant dans les grandes écuries. En Formule 1, tant qu'à faire. Voilà. Mais bon, les résultats scolaires n'étaient pas là, donc il a bien vu que ça ne pourrait pas le faire. Donc il m'a plutôt aiguillé vers l'agricole, chose que ça ne me donnait pas trop envie quand même, parce que je voyais comment était le travail agricole, la dureté du travail et tout. Je voyais mon père travailler très dur et je ne voulais vraiment pas aller là-dedans. Malgré finalement, vous avez choisi cette filière de l'enseignement agricole. Voilà, je suis parti dans l'agricole un peu par dépit, on va dire. Mais j'ai trouvé là-dedans un enseignement qui me convenait. Donc dans l'agroéquipement, c'est cette filière qui vous a été conseillée par le conseiller d'orientation, c'était l'agroéquipement que vous avez intégré en seconde. Voilà, oui, j'étais dans l'agroéquipement, donc dans un lycée privé et agricole à Limoux. Donc suite à ça, je me suis un peu épanoui là-dedans. Et c'est vrai que la particularité de la mécanique agricole, c'est que vous touchez à beaucoup d'instruments en même temps et ça vous ouvre énormément de portes. Donc, on n'est pas obligé d'être bon dans toutes les matières mécaniques, mais ça ouvre à tout. Donc là, on peut vraiment se positionner
vers quelque chose de plus intéressant après. Et là, ça vous a passionné. Là, vous avez découvert quelque chose. Voilà, voilà. J'ai découvert une passion que je pensais avoir, mais je ne l'avais pas complètement en fait. Et de là, ben, j'ai continué après mon BEPA et je suis allé à Toulouse donc faire un bac pro, pareil, agroéquipement. Et à partir de là, je suis rentré dans une société, dans une grosse société de mécanique agricole. Et du coup, je me suis épanoui à fond avec ce métier-là. Je fais une petite parenthèse, l'agroéquipement, c'est encore un métier aujourd'hui, il y a 5000 offres d'emplois non pourvus, par exemple. Et voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment une filière d'avenir où il y a énormément de travail. Je pense qu'on trouve du travail avant même d'avoir fini sa formation, comme c'était quasiment votre cas. Donc, le métier, ce métier-là pour lequel vous avez été formé, vous l'avez exercé pendant 5 ans. Et après, les choses ont changé, les choses ont évolué. Oui, voilà. Au bout de 5 ans, je voyais toujours mon père travailler avec son frère et donc du coup ça m'a donné envie de revenir sur la propriété familiale. Donc je suis revenu en tant que salarié évidemment et où j'ai apporté ma touche sur ce métier-là, sur la mécanique. Donc dans notre métier, il faut savoir toucher à tout pour avancer. On ne peut pas être bloqué par une petite bricole qui fait que la récolte reste dehors, par exemple. Et voilà. Voilà, donc il faut savoir se débrouiller et je pense que les études que j'ai faites m'aident beaucoup à ce niveau-là. Quel souvenir vous gardez de votre formation dans l'enseignement agricole? On le disait tout à l'heure, Madame Alexandre Bailly insistait sur vraiment une pédagogie très soignée, un accompagnement du jeune. Et c'est ce que vous avez vécu aussi à travers vos années dans l'enseignement agricole? Moi, l'enseignement agricole, je l'ai vécu comme quelque chose comme un enseignement de proximité. Si vous voulez. Moi, je l'ai vécu dans le sens où les classes n'étaient pas surchargées. Vous étiez combien, vous vous souvenez? Pour le BEP, nous étions 8. 8 par classe. Ça fait rêver. Donc, c'était du cas par cas. On avait un professeur pour nous, presque. C'était très bien. Et je pense que c'est ça qui a fait que l'enseignement a fonctionné, quoi. Aujourd'hui, donc, vous avez repris l'exploitation paternelle, vous travaillez avec votre cousin, voilà, vous êtes installé, vous avez une grosse exploitation, vous exportez, voilà, c'est une très belle réussite. Quand vous regardez toutes ces années, quand vous entendez aussi le témoignage de Martine, voilà, qui ne voulait pas que son fils, comme d'autres parents, aille dans l'enseignement agricole, de l'image de l'enseignement agricole, comment vous réagissez, vous, voilà, vous lui devez tout à l'enseignement agricole, comment vous réagissez quand vous entendez des doutes comme ça, où l'enseignement agricole c'est réservé pour des enfants qui ont des mauvaises notes au collège, voilà, comment vous réagissez? On réagit, c'est vrai que ce que disait Martine, c'est vrai, on l'a toujours entendu, c'est vrai, on disait toujours que l'enseignement agricole, c'était pour ceux qui savaient pas, qui n'avaient pas une belle scolarité et qui allaient là-dedans par dépit presque pour pouvoir travailler à n'importe quel moment. Mais je pense que maintenant, l'enseignement agricole est plus ouvert pour des... on ne connaît pas, je pense, toutes les opportunités que offre l'enseignement agricole. Dans chaque filière, il y a énormément de portes. C'est-à-dire qu'on croit rentrer dans une case, dans une filière, et au final, quand on sort, on attaque un autre travail qui n'est pas du tout ce que l'on pensait faire 4 ou 5 ans avant. Pour ceux qui étaient connectés aux autres webinaires, on a eu aussi un exemple, voilà, d'une personne qui avait, comme vous, choisi cette filière d'agroéquipement et qui aujourd'hui travaille dans le marketing et la communication, voilà, d'une entreprise. Vous voyez, donc effectivement, l'enseignement agricole mène à tout. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui commencent à être en âge de se poser des questions d'orientation. Voilà, des filles. Quelles sont leurs réflexions et comment vous, aujourd'hui, en tant que papa, avec votre épouse, vous voyez leur avenir, si elles choisissent l'enseignement agricole, l'enseignement général, comment vous voyez ça?
C'est-à-dire que voilà, j'ai 2 filles, dont une qui a 13 ans et qui commence à se poser des questions. Elle est passionnée par l'équitation. Et donc du coup, nous avons la chance, pas très loin de chez nous, d'avoir un lycée fortement basé sur l'équitation à Toscairat, dans le Tarn. Et il y a de grosses questions sur ce lycée-là pour voir si elle veut intégrer cette école-là. Après, c'est son choix. Au jour d'aujourd'hui, c'est son choix. Donc, nous allons faire les démarches d'aller aux portes ouvertes pour voir un peu tout ça. Mais si elle décide d'y aller, on ne mettra pas les bâtons dans les roues, quoi. C'est ce que disait Martine tout à l'heure. Voilà, il faut savoir écouter ses enfants, ne pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent, quoi. Je ne pense pas que ça soit à nous de décider de leur vie. On peut les aiguiller, je pense. On peut les guider, mais je pense pas qu'il faille leur faire ce que nous, on a envie qu'ils fassent. Et pourtant, c'est tentant. Oui, parce qu'avec nos yeux, on se dit peut-être c'est pas le bon chemin, mais au final, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci Guillaume. Je voudrais que Martine réagisse à chaud, voilà, avec ce témoignage à l'accent chantant. Martine, quand vous entendez Guillaume, voilà, vous êtes, c'est votre parcours aussi. Enfin, il y a beaucoup de points communs entre ce que dit Guillaume et ce que vous avez vécu. Oui, tout à fait. Après, oui, laisser l'enfant. Après, moi, l'objectif, c'était de l'amener là où il avait envie, mais je pensais que la filière classique, c'était mieux pour lui, et j'avais pas cette notion qu'il pouvait y arriver par un autre chemin. Et c'est juste que du bonheur de pouvoir déposer son fils le lundi matin en toute sécurité, en toute quiétude, parce qu'on sait qu'il va s'investir doublement parce qu'il est heureux. Et qui va passer une bonne semaine. Merci Martine, merci Guillaume, on vous retrouvera tout à l'heure parce que je pense qu'il y aura des questions pour vous. On va aller retrouver un jeune élève, voilà, qui s'épanouit aussi dans l'enseignement agricole. C'est Nino qui nous attend depuis le Puy-en-Velay, ou en tout cas pas loin du Puy-en-Velay. Bonsoir Nino. Alors Nino, il a eu beaucoup de stress tout l'après-midi pour se connecter, voilà, donc on est arrivé à l'avoir avec nous. J'espère que tu nous entends. Alors peut-être qu'il faut que sur vos ordinateurs, vous montiez un peu le son de votre ordinateur, parce que j'ai l'impression que approche peut-être le micro de ta bouche, Nino, pour que ce soit vraiment très présent. Essaye de le coller le plus possible, comme ça on entendra, voilà, quitte à le tenir s'il faut. En quelques mots, donc Nino, toi tu es en seconde générale. Dans un établissement technologique, c'est près du Puy-en-Velay, l'ISVT. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, quel bac tu veux faire et pourquoi tu es dans l'enseignement agricole aujourd'hui? Alors, il faut vraiment que tu parles plus fort. Aujourd'hui, je suis dans l'enseignement agricole parce que... Alors, on t'entend quand même. Est-ce que vous entendez? Je demande aux participants si vous entendez d'un peu loin. Essaie essaie de crier peut-être, je ne sais pas si tu peux, ou pas trop fort quand même, mais... Moi, j'aimerais bien aller, j'ai été dans un enseignement agricole parce que j'aimerais faire un bac STAV plus tard, après, en terminale, et après le bac STAV, faire un métier d'aquaculteur. Dans l'aquaculture, donc voilà. Comment est-ce que tu as connu cette filière aquaculture, pisciculture, traitement de l'eau? J'étais au CIO, voir la conseillère d'orientation, et on a évoqué plusieurs bacs. Selon ce que j'aimais faire, j'aimais bien la nature, du coup elle m'a plus conseillé un métier dans la nature, un bac dans la nature, et voilà, elle m'a conseillé le bac STAV. Tu avais fait un stage en troisième aussi, dans ce secteur-là, me semble-t-il. Oui, dans une pisciculture. J'espère que vous entendez assez bien Nino, mais l'essentiel, j'espère, arrive à vos oreilles. C'est la conseillère d'orientation de ton lycée que tu as rencontré ou ailleurs? Non, c'était une conseillère d'orientation au Puy, parce que ma conseillère d'orientation dans mon collège mettait trop de temps à me prendre. Elle mettait trop de temps à te prendre, c'est-à-dire?
Il n'y avait pas assez de place pour tous les élèves. Du coup, moi j'ai pris de l'avance et j'ai été voir chez notre conseillère d'orientation. Donc c'est toi qui as dû aller au puits rencontrer une conseillère d'orientation. Je suis sûre que ça va beaucoup plaire à Madame Alexandre Bailly d'entendre ça. En tout cas, on voit quand même que le rôle du conseiller d'orientation, pour vous, comme pour Guillaume tout à l'heure, a été important dans ton parcours. Ah oui, ça m'a bien aidé parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire au début, mais maintenant je sais. Et là, donc, tu es dans une seconde générale, dans un lycée agricole. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément connu. Et après, tu vas te diriger vers une filière plus spécialisée. Aujourd'hui, tu as des copains qui sont en lycée général, en seconde général, dans un lycée général. Comment tu te vois par rapport à eux? Moi, je pense que je suis chanceux d'être dans un lycée comme ça parce que je sais ce que je veux faire, contrairement à eux qui sont plus en général, qui attendent le dernier moment, si je peux dire, pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et moi, je sais ce que je veux faire plus tard, du coup, je vais pas trop, je suis plus investi dans mon travail que eux, je pense. Donc, je répète ce que tu dis pour être sûr que tout le monde ait bien compris, parce que je trouve ça tellement incroyable. Tu dis, voilà, moi, j'ai de la chance d'être dans l'enseignement agricole, ou en tout cas dans cette seconde générale qui va m'orienter vers un bac STAV aquaculture, pisciculture, parce que je sais ce que je veux faire, je suis motivée pour travailler. C'est vrai que tu le vois avec tes copains qui, eux, en seconde, voilà, ils savent pas trop, ils sont moins intéressés par le boulot, par les devoirs. Ils ont de plus en plus peur de ne pas savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Aujourd'hui, dans ton lycée, tu es bien accompagné, vous êtes nombreux en classe, quelques éléments concrets comme ça de ta vie quotidienne? On est beaucoup moins qu'au collège parce que au lycée aussi, on est 17, alors que 17. Dans mon collège, on était 30. D'accord. Du coup, ça change, quoi. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es content de ton choix, tu es impatient de faire des sorties, d'aller sur le terrain, d'aller vers ta passion. Oui. Bon, en tout cas, bravo pour ton parcours. Merci d'avoir vraiment insisté tout l'après-midi pour te connecter parce que ça a été compliqué. Et on te retrouve tout à l'heure, Nino. Voilà, près du Puy-en-Velay. Une petite traversée de la France pour aller en Haute-Savoie retrouver Pierre Chavant. Bonsoir, Monsieur Chavant. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc vous avez la chance de diriger un ensemble scolaire, Assomption-Mont-Blanc, qui est situé à Combloux, petite station fort sympathique. Vous n'allez pas me contredire. Tout à fait. Plus sérieusement, ce qui est intéressant chez vous, c'est que donc vous avez toute une série de filières. Vous avez une école, un collège, un lycée pro qui dépendant du ministère de l'Agriculture, un peu plus de 300 élèves au total. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une quatrième et une troisième enseignement général et également enseignement agricole. Est-ce que vous pouvez juste, vous le ferez mieux que moi, présenter les formations que vous proposez en quatrième, troisième enseignement agricole et également au lycée? Alors, les classes de 4e et 3e, c'est les 4e et 3e de l'enseignement agricole où on a fait le choix de 2 EPI en fonction de ce que l'on pouvait proposer. Donc, on a un EPI accueil-vente, un plus tourné vers le service à la personne et un sur tout ce qui touche à aménagement environnement, et ça en 4e et 3e. Et puis, on a au lycée professionnel, donc une filière CAP, service aux personnes et vente, et un bac pro, service aux personnes. Vous avez des parents qui ont donc des enfants potentiellement en enseignement général, en enseignement agricole. On se dit que chez vous, les réticences, elles tombent puisque tout est quasiment au même endroit. Bon, il y a 2 sites, mais voilà, vous êtes le même directeur de 2 établissements. On se dit chez vous, ça doit être simple, l'enseignement agricole est connu, apprécié, valorisé. Est-ce que c'est le cas pour tous les parents? Oh, non, malheureusement, et il faut, je dirais, faire tomber des préjugés, des raisonnements tout faits. Je reprendrai ce qu'a dit Madame Durand parce que c'est exactement ce que j'entends depuis bientôt 40 ans dans les entretiens que j'ai avec les familles. Le parcours classique, c'est mieux. On me dit, vous savez, moi je préfère à la fin de 5e qu'ils fassent une 4e normale. Alors, à ce moment-là, je dis, eh bien, excusez-moi, mais je dois être quelqu'un d'anormal, puisque… Et donc, on discute en disant, non, il y a les 4e générales, et puis des 4e de l'enseignement agricole, qu'on pourrait appeler des 4e, ce qu'on appelait 4e technologie, 4e prépa métier, pour leur montrer, et là, je viens à la deuxième affirmation qui était donnée par Madame Durand, qui est aussi caractéristique, on peut arriver par un autre chemin. Et ça, pour les familles, certaines fois, c'est une méconnaissance. Ils ne savent pas. Et donc, nos élèves que j'ai en 5e
pour certains, c'est « je veux aller sur la 4e générale qui est au collège ». Et pour les envoyer sur les 4e de l'enseignement agricole, c'est souvent très difficile et compliqué. Le dernier en date, qui est un peu symptomatique, on l'a rencontré 4 fois pendant son année de 5e et non, il ne démordait pas une 4e générale. Très bien, on a dit écoute, tu vas en 4e générale. Et puis si aux vacances de Toussaint, vraiment, les résultats, ça ne marche pas, tu n'es pas intéressé, eh bien écoute, d'autorité, tu iras dans la 4e de l'enseignement agricole parce que ben non, c'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, bon, ben, les parents, on avait fait signer un engagement, donc ils ont bien été obligés. Et aujourd'hui, je vois un jeune qui s'est métamorphosé, qui s'est transformé. Et quand je lui en parle aujourd'hui, il me dit, mais ah ben, si j'avais su, je serais venu tout de suite. Hein. Actuellement, on a les entretiens, puisqu'on aime bien faire des entretiens avant les vacances de Toussaint, justement avec les parents des élèves de 4e, pour voir un petit peu ben, quel est le bilan. Et je demandais au professeur principal, et on a des phrases qui sont assez fortes de la part tant des élèves que des parents. Je cite un élève, « Je suis plus heureux à l'école, j'ai envie de venir à l'école, je travaille mieux ». Et puis pour des parents, ah ben, c'est le jour et la nuit, il vit sa meilleure vie. C'est un truc de fou, 1 mois seulement après l'entrée. On a vraiment des élèves qui, par cette alternative pédagogique que sont nos 4e et 3e, retrouvent goût à l'enseignement. Et de plus en plus, on se rend compte que ces jeunes, après leur classe de 3e, ben, vont poursuivre dans un baccalauréat professionnel et puis un BTS, voire une licence professionnelle. C'est qu'aujourd'hui, on a un véritable parcours que l'on peut mettre en place avec ces jeunes. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une méconnaissance des parents, j'y reviendrai après, de l'existence déjà de ces 4e, 3e découvertes professionnelles, appelons-les comme ça pour être un peu plus large, et aussi des filières après le bac, ce qu'on disait tout à l'heure avec Alexandre Bailly. Donc ça, c'est la méconnaissance des parents. Est-ce que du côté de l'éducation nationale, est-ce que la connaissance est meilleure ou là encore, il y a des clichés, des préjugés? Alors, la connaissance… On est entre nous presque. Hein. La connaissance s'améliore. Parce que j'ai une habitude, là, depuis le temps, chaque année, au mois de janvier, je vais rencontrer tous les principaux de collège qui m'ont envoyé des élèves en 4e. Et ils sont en général un petit peu bluffés par les bulletins de notes et les appréciations de leurs anciens élèves. Et du coup, petit à petit, et j'en vois avec certains, ils se rendent compte qu'on peut être cette voie alternative de réussite et de permettre à des élèves de passer une scolarité dans laquelle ils se sentent bien. Et du coup, alors ça ne s'est pas fait tout de suite, mais de plus en plus, j'ai des collègues qui me disent bah, là, on ne va pas lutter, ça ne sert à rien qu'il aille en 4e générale, il faut qu'il aille chez toi parce qu'on sait qu'il pourra arriver à son projet au bout du compte. Les choses s'améliorent, mais c'est quand même plutôt du bouche à oreille, puisque théoriquement, il n'y a pas de palier d'orientation en fin de 5e. C'est ce qui est un petit peu paradoxal, puisque l'enseignement agricole propose une alternative des 4e et 3e de l'enseignement agricole, alors que si on regarde bien le système comme il est découpé, la 6e faisant partie du cycle 3, on a un cycle 4, 5e, 4e, 3e, qui devrait normalement faire que tous les élèves de la 5e iraient jusqu'en 3e générale. Donc, ce que vous dites, c'est que l'éducation nationale commence quand même à comprendre qu'il y a d'autres parcours qui mènent à la réussite, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, qu'il y a un profil d'élèves pour une filière, pour dire les choses, les bons élèves, enseignement général, les mauvais élèves, enseignement professionnel, enseignement agricole? Qu'est-ce qu'un bon élève? Qu'est-ce qu'un mauvais élève? Alors, si on dit les choses comme ça, on se tue tout de suite. Hein? Si l'enseignement agricole, c'est pour les mauvais élèves, c'est fichu. Moi, je ne dirais pas ça. Ça saurait si c'était le cas. Aujourd'hui, on a, les neurosciences nous ont appris qu'un être humain n'avait pas que 2 intelligences, hein, le logico-mathématique ou ce qui touche plus sur les matières littéraires. Il y a 8 types d'intelligence. Eh bien, je pense que l'enseignement agricole dans ces classes de 4e et 3e permet de développer d'autres types d'intelligence. C'est-à-dire que c'est plus des profils d'élèves. Un élève qui aime le concret, qui aime être en projet, qui aime que ça bouge, c'est clair qu'il va s'épanouir dans une classe de 4e de l'enseignement agricole plutôt que dans une classe de 4e générale.
Donc, c'est plus le profil que les notes. Alors évidemment, si je me sens bien, j'ai envie d'apprendre, donc j'ai des bonnes notes. Si je me sens pas bien et que j'ai l'impression de ne pas réussir, ben, j'apprends de moins en moins et du coup, j'ai de mauvaises notes. Mais je pense que c'est plus en termes de profil, puis de projet. Moi, les élèves, quand ils viennent en 4e, la première chose que je leur demande, c'est quel projet as-tu? Et je lui démontre qu'étant en 4e, il va pouvoir arriver à son projet. Alors évidemment, peut-être par une voie un peu plus détournée, mais le but, c'est qu'il arrive à son projet, ce qu'on a entendu par les intervenants précédents. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir donc ces deux filières sous le même toit, si j'ose dire. Est-ce que vous arrivez à mixer, avoir des contacts, je sais pas, des cours communs, des moments communs entre les 4e, 3e enseignement général ou pas? Alors, pour l'instant, je dirais non. On a sur des plages de PS ou des plages de projets. Je vois par exemple quand les 4e et 3e de l'enseignement agricole ont des projets, souvent on va utiliser les élèves du collège général pour faire un peu les cobayes et les supports. Mais de dire qu'il y ait véritablement des liens, non. C'est quelque part mon rêve. Alors j'espère que dans les quelques années qui me restent, je vais pouvoir y arriver. Mais on sent quand même que les choses sont assez cloisonnées. Hein. Malgré votre énergie et votre passion du métier qu'on ressent et qui est formidable. Tout à fait. Mais je dirais, j'inculque aux enseignants de 4e et 3e général le virus vert, cette pédagogie de projet, de proximité, etc. Et je me dis que petit à petit, les choses changent. Bon, en tout cas, ça va changer aussi grâce à votre intervention ce soir. Pour tous ceux qui nous écoutent, merci Pierre Chavant. Je suis sûre qu'on aura des questions de parents tout à l'heure pour vous. On va vous quitter quelques instants pour aller rejoindre Magali Bell, voilà, qui nous attend. Magali, bonsoir, vous êtes mère de famille, vous avez 4 enfants et vous êtes aussi membre de l'APPEL, Association des parents de l'école libre, hein, qui est forcément donc au contact de parents qui se posent des questions sur l'avenir de leurs enfants. Peut-être déjà quelques mots déjà sur vos enfants, notamment l'une de vos filles, qui a choisi cette filière l'enseignement agricole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots voilà, quel était son parcours et quelle formation a-t-elle choisi? Bonsoir, c'était un choix un petit peu... Alors mettez bien si vous pouvez monter un peu le son de votre ordinateur, comme ça on vous entendra bien. Ou vous parlez fort comme Nino tout à l'heure. Et vos voisins seront contents. Voilà, donc parfait. Bon là. Très bien. Ma fille est arrivée dans l'enseignement agricole vraiment par hasard. C'est une enfant qui avait de grosses difficultés à l'école et donc dans une filière classique. Hein, et vraiment, elle ne s'épanouissait pas, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis quand on est arrivé sur la région d'Orléans, par rapport à l'appel justement, on nous a parlé comme je dis que ma fille aimait le cheval. On nous a parlé d'un établissement agricole et à partir de là, voilà, on s'est renseigné et on s'est dit on va voir. Alors moi, j'avais pas d'a priori. Hein. Je voulais vraiment une scolarité différente pour ma fille parce qu'elle avait besoin de quelque chose de différent. Voilà. Et donc aujourd'hui, elle a intégré l'enseignement agricole en 4e. 4e, oui. Et aujourd'hui, quel chemin? Racontez-nous. Ah oui. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, elle est arrivée en 4e, donc à 13 ans. Alors, c'était un petit peu difficile au début parce que même si c'était son choix, à aucun moment on l'a forcé parce qu'il y a de l'internat. Hein. Donc, quelques boîtes de mouchoirs. Oui, beaucoup de boîtes de mouchoirs. C'est vrai qu'au départ, elle nous appelait souvent en pleurant. Donc, on s'est posé des questions, mais en même temps, elle était bien. Bon, dans des petits effectifs, c'est vrai que ça, c'est important aussi. Hein. Ça fait quand même une différence. Et puis des professeurs qui sont à l'écoute de ce que veut faire l'enfant et ils mettent de côté les difficultés. Donc ça, c'est vraiment bien. Et voilà, donc aujourd'hui, ma fille est en terminale d'un bac pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole. Et vraiment, oui, même nous, on ne pensait pas qu'elle irait si loin et elle a des bonnes notes, elle se plaît dans ce qu'elle fait. Elle ne voudrait pas revenir en arrière pour rien au monde, quoi. Aujourd'hui, les parents que vous rencontrez, j'allais dire, qui se posent des questions, racontez-leur votre histoire et ça suffira pour les convaincre, ceux qui sont réticents. C'est ce que vous faites, les parents de l'appel? Oui. Après, moi, j'ai des enfants qui ont des parcours un peu atypiques, donc c'est vrai que je suis assez... même j'ai entendu des gens dire la bonne orientation, c'est l'orientation choisie. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut faire confiance aux enfants. Voilà, alors ils peuvent se tromper, c'est sûr. On voudrait toujours... qu'il y ait une réussite, mais en fait, la réussite, c'est quoi et par quels moyens? Donc, c'est vrai que
une scolarité différente. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas dire comme on parlait des bons élèves, des mauvais élèves. Non, c'est une scolarité différente. Effectivement, notre fille, elle aime bien être dehors. Alors, elle est rentrée avec une idée. Aujourd'hui, c'est plus cette idée. Bon. Elle voulait être monitrice de cheval. Hein, voilà, c'est ça. Bon, aujourd'hui, non, c'est plus du tout ça. Et donc. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire aujourd'hui? Enfin, c'est plus ouvrier, mais c'est pour aider dans les exploitations agricoles. Parce qu'à un moment, elle voulait élever des chèvres, donc ça non plus, elle veut plus. Mais voilà, donc, mais vraiment, elle s'épanouit dans ce qu'elle fait et ça, c'est chouette, quoi. Et après le bac, du coup, voilà, elle a déjà des projets, elle oui, regarde donc, bon, on lui dit, on va laisser passer le bac quand même, un peu plus de stress cette année, mais oui, elle aimerait bien continuer vers un BTS éventuellement. Donc, on vous aurait dit ça en 5e? Ah ben, je n'y aurais pas cru, hein. Ça c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, ça montre, et ce témoignage est important pour ceux qui nous écoutent ce soir, pour les parents que vous rencontrez dans votre rôle de l'appel, voilà, qu'il n'y a pas qu'une seule voix. Voilà, c'est ça, ce que vous nous dites tous ce soir. C'est ça, oui, parce que c'est vrai que, et puis en plus, quelle que soit la filière, ça peut être aussi une filière d'excellence. Il n'y a pas de, voilà, l'enfant, s'il aime ce qu'il fait, il réussira de toute façon. Pierre Chavant, j'imagine que ce que dit Magali, voilà, c'est aussi la preuve que, voilà, que tout est possible et qu'il faut croire en ses enfants et trouver les bonnes voies pour chacun. Ben, complètement, hein. Moi je bois du petit lait en entendant ça. C'est ce qu'on vit tous les jours. Non, mais en tant que chef d'établissement, ces classes de 4e et de 3e, c'est un vrai bonheur de voir ces jeunes qui rebondissent. Moi, je dirais, c'est ce qui me fait tenir dans mon métier depuis bientôt 40 ans, hein, de voir cette réussite et de pouvoir réussir autrement, comme ce qui était dit. C'est exactement ça. Dans quelques minutes, là, très vite, je vais demander à Frédéric Alexandre Bailly, voilà, tout ce qu'elle a ressenti, tout ce qui l'a bousculé, intéressé dans tout ce qui a été dit. Peut-être une réaction de Guillaume, voilà, dont on voit le visage maintenant depuis le Sud-Ouest. Voilà, ce que vous avez entendu de Magali, de Pierre, de Martine et de Nino aussi dans l'aquaculture, la pisciculture, ça montre que voilà, il y a plein de métiers différents, plein de portes ouvertes sur plein de métiers. Oui, et comme le disait Magali, on rentre avec une idée, on sort avec plein d'idées en fait. C'est ça. On n'a jamais on ne sait pas exactement ce que l'on va faire. On rentre là-dedans et après on s'épanouit et là on voit ce que l'on peut faire après. Donnez-nous le nom de votre vin quand même. Le Château Cesseras, domaine Coudoulé. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein, si jamais il y en a que ça intéresse. Nino, tu nous écoutes, Nino, quand Guillaume dit, voilà, on rentre pour faire quelque chose et puis finalement on fait autre chose. Voilà, toi aujourd'hui, tu as envie d'être, voilà, travailler dans l'aquaculture, la pisciculture. Peut-être que finalement, on te retrouvera dans quelques années dans des métiers un peu différents. Qu'est-ce que tu penses? Bah, sûrement, oui, hein, je peux tout faire. Hein, je verrai bien après ce que j'aurai envie de faire aussi. Et aujourd'hui, dans ton enseignement, il y a beaucoup de toi qui aimais être à l'extérieur. Tu as déjà, dès ta seconde générale, mais dans un lycée agricole technologique, tu as déjà des sorties, des choses un peu différentes de l'enseignement général? Bah oui, on a une matière où on fait des sorties, on va sur le terrain, on va dans des exploitations. On apprend déjà à faire ce qu'on veut faire un peu plus tard, quoi. Bon, bah, écoute, merci Nino. Juste un dernier mot, Martine, avant d'écouter Frédéric Alexandre Bailly. Vous êtes plus souriante là que tout à l'heure au début. Je me rends compte que c'est bon de partager les mêmes valeurs avec d'autres et de sentir qu'il y a eu aussi des réticences de certains parents. Et je me souviens de Siméon qui avait conclu en disant qu'il fallait que les parents fassent confiance à leurs enfants et je pense que je peux redire la même chose. Et ça me donne aussi, moi qui est issue du milieu agricole, je donnerais beaucoup pour pouvoir reprendre des études et pouvoir me réorienter de cette façon-là. Oui. Je suis sûre qu'il existe des formations hein, pour les adultes qui veulent s'orienter.
Posez une question dans le chat, on va vous répondre tout à l'heure. Merci à tous en tout cas pour la sincérité et la force de vos témoignages. C'était même à distance, comme ça on a senti chez chacun la passion, l'émotion et voilà, c'était de très beaux moments qui vont continuer. Frédéric Alexandre Bailly, voilà, vous avez écouté avec nous ces parcours, ces questionnements, ces doutes, ces réussites. J'imagine que ça résonne avec votre rôle, votre fonction d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais merci, merci pour tous ces témoignages. Moi, ce que j'ai entendu surtout, c'est des histoires très belles. Et en fait, construire un projet dans lequel on s'épanouit et on choisit son avenir, c'est construire, c'est écrire tous les jours son histoire. Et ce que j'entends, c'est la rencontre singulière, c'est la discussion avec des parents qui, au début, comme Martine, peuvent penser que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que les parents, ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. C'est la rencontre avec ce que vous appelez encore les conseillers d'orientation, mais qui s'appellent maintenant les psychologues de l'éducation nationale, qui eux connaissent bien à la fois l'offre sur leur territoire et puis la façon dont chaque établissement peut correspondre au profil d'un jeune à un moment donné. Et qui donc. Pardon, Madame Alexandre Bailly, je vous interromps une seconde. Parlez-nous justement de ce métier, parce que je pense qu'il y a des parents qui n'ont pas forcément repéré ce changement de psychologue de l'éducation nationale. Voilà, c'est vers ce profil-là, vers ces gens-là qu'il faut que les parents aillent quand ils se posent des questions d'orientation. Les psychologues de l'éducation nationale, vous les trouvez dans deux endroits. Vous les trouvez d'une part dans les centres d'information et d'orientation, les CIO, et d'autre part, ils ont des vacations dans les établissements. Donc, ce que Nino a raconté, c'est que dans son collège, parce qu'en général, le PsyEN, il va venir une à deux demi-journées par semaine dans chacun des collèges, et le reste du temps, il est au CIO. Donc, ce qu'il a raconté, c'est que dans son collège, il n'arrivait pas à avoir son rendez-vous tout de suite avec la PsyEN, parce que tous ses camarades prenaient aussi rendez-vous. PsyEN, c'est Psy Éducation Nationale. PsyEN, Psy de l'Éducation Nationale. Et donc, il a été prendre rendez-vous au CIO, peut-être qu'il y avait moins de temps d'attente, mais c'est la même qualification, c'est les mêmes personnes. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire les deux. Normalement, dans chacun des collèges ou des lycées, on vous indique les permanents des psychologues de l'éducation nationale. Et puis, vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement au centre d'information et d'orientation qui est à côté de chez vous. Et donc, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on puisse qualifier ce qu'un jeune a envie de faire et où est-ce qu'il va être le mieux à un moment donné. Et il n'y a pas un seul chemin, et surtout, il n'y a pas un seul chemin pour une seule personne. C'est-à-dire que ça dépend du moment où on en est et de ce qui existe à un moment donné de sa trajectoire. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin pour reprendre courage et d'avoir un enseignement un peu plus concret et qui vont aller en 4e ou 3e agricole ou en 3e prépa métier qui existe aussi dans les lycées professionnels dans les lycées d'éducation nationale. Et puis, vous avez des jeunes qui vont avoir ce besoin-là plutôt en seconde ou en première, qu'ils sachent ou pas ce qu'ils veulent déjà faire, parce que on a déjà souligné, ça c'est très très intéressant, qu'on peut changer de projet. Quand on est jeune, on découvre des choses nouvelles, on se découvre, on se construit, et on a 1000 fois le temps de changer de projet. Je suis sûre qu'au moment des choix d'orientation de la fille de Magali, elle va avoir plusieurs idées de BTS en tête, des BTS, des BTSA, et qu'elle va hésiter, et que jusqu'au dernier moment, ça sera peut-être entre 2 ou 3 formations en fonction de la façon dont elle a mûri à ce moment-là. Ce qui compte, je crois, c'est vraiment de se dire qu'il faut pouvoir nouer un dialogue avec le jeune et voir ce qui va lui permettre de se sentir bien à un moment donné. Et ce que j'ai entendu, c'est un certain luxe, il faut quand même bien le dire, c'est-à-dire des effectifs plus réduits et une qualité pédagogique et une attention qui est souvent rendue possible par l'internat parce qu'on a le jeune sur toute la journée et sur toute la soirée, et donc on peut aussi avoir une vision complète de lui. Et souvent,
c'est pas uniquement le type de formation, c'est aussi tout simplement le fait d'avoir une vie en communauté avec d'autres jeunes, d'être pris en charge dans un internat dans lequel on va se rendre compte que le lycée ou le collège, c'est pas seulement l'endroit où on souffre, c'est aussi un endroit où on vit et où on a du plaisir. Ça compte aussi parce que ça donne confiance et que petit à petit, effectivement, si on est épanoui, ben on va se mettre à plus travailler dans les choses qui nous intéressent. Donc, je pense que c'est à la fois pas surprenant et très très triste de se dire que tous les jeunes ne trouvent pas ce chemin-là et ne sont pas et que toutes les familles ne sont pas au courant de ces possibilités qui peuvent convenir à une famille à un moment donné. Alors, un des trucs qui m'a surpris, parce que tout le reste ça m'a pas surpris, j'en étais déjà bien persuadée, c'est effectivement la réflexion sur les cycles et sur le fait que effectivement il n'y a pas de palier d'orientation en fin de 5e et donc spontanément une famille ne pense pas à trouver une autre orientation que passer en 4e générale à la fin de la 5e. Et c'est vrai que ça, c'est des choses à souligner et peut-être que je vais pouvoir m'inspirer d'un certain nombre de choses pour indiquer les choses autrement dans les informations qu'on donne. C'est ça l'idée, en fait, que ce que disait Pierre Chavon, c'est qu'une espèce de tube, que le collège est un tube de la 6e à la 3e et il n'y a pas de déviation possible, quoi. Il y a une déviation qui est bien connue, qui est la déviation de la 3e prépa métier, qui se passe effectivement dans les lycées professionnels, mais la possibilité d'aller en 4e dans un lycée agricole n'est connue que sur un petit territoire. Et j'admire beaucoup le travail que vous faites, d'aller voir les principaux, de leur donner des nouvelles de leurs élèves, ce qui doit leur faire plaisir, hein, et de leur montrer comment vous avez réussi à les faire réussir. Et je pense que c'est effectivement par ce travail sur le terrain qu'on arrive, alors à cet âge-là, il ne faut pas envoyer un jeune en internat trop loin non plus, hein, donc c'est important de trouver un collège agricole qui ne soit pas trop loin de là où on habite, qui n'ait pas trop de temps de trajet, etc. Mais effectivement, vous savez, en vrai, pour les lycées, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'un lycée travaille avec les principaux de son secteur et présente les particularités de ses formations et de son lycée aux principaux pour que le principal, après, puisse parler aux familles et aux enfants et puisse expliquer quelles sont les possibilités sur un territoire autour du collège. Est-ce que vous partagez, alors le pessimisme, le mot est peut-être un petit peu fort, mais ce que disait Pierre Chavon, voilà, l'éducation nationale et l'enseignement agricole, voilà, il n'y a pas encore assez de porosité, quoi. Il y a encore parfois, localement non, mais parfois encore trop de préjugés, ou en tout cas trop d'écart, ou des difficultés de bien se connaître. Non, je pense que y a une autre question qui est derrière ça que vous n'avez absolument pas mentionné, c'est la différence entre l'enseignement public et l'enseignement privé. C'est-à-dire que spontanément, les collèges publics orientent plutôt vers les lycées publics, agricoles ou généraux ou professionnels, et que, en l'occurrence, là, on est face à un réseau privé, et que le réseau privé est bien moins connu que le réseau public. Merci Madame Alexandre Bailly. Vous avez d'autres éléments à rajouter ou il y avait 2-3 questions pour vous dans le chat, je m'apprêtais à les poser. Alors allez-y parce que moi je ne le vois pas le chat en fait. Alors, voilà, mais je vous soumets une question de Catherine. Voilà, la question des préjugés, je la poserai aussi à Pierre Chavon. Enfin, tout le monde aura un avis sur la question, mais Catherine qui s'interroge, voilà, la reconnaissance de l'enseignement agricole est encore difficile pour le grand public. La question des préjugés des familles est-elle forte ? Et aussi, voilà, dans l'esprit des profs principaux qui font l'orientation avec les jeunes, la grande méconnaissance de l'enseignement agricole n'aide pas. Est-ce que vous partagez ces questions? Donc, préjugés des familles et puis manque de connaissances peut-être des professeurs principaux. Oui, alors, c'est plus que les préjugés pour le lycée agricole, il y a un préjugé pour les métiers auxquels prépare le lycée agricole. C'est-à-dire qu'une famille, spontanément, ne va pas forcément penser à envoyer son enfant vers un métier de l'agriculture, quand elle ne vient pas d'une famille d'agriculteurs. Et il y a cette méconnaissance, effectivement, par les professeurs principaux, pas seulement pour les lycées agricoles, hein, les professeurs principaux ne connaissent pas toutes les formations, loin de là, du fait que le lycée agricole prépare à toute une variété de métiers et que notamment il y a en lycée agricole une voie générale, une voie technologique et une voie professionnelle. Et ça, c'est pas du tout connu. Il y a vraiment cette image que quand on va au lycée agricole, c'est pour devenir agriculteur, et éventuellement aquaculteur, éventuellement vigneron, mais il n'y a pas du tout de connaissance du fait que ça prépare à beaucoup plus de métiers que ça. Et aujourd'hui, par exemple, le fait que dans Horizon 21, qui est notre site de simulation
des choix d'enseignement de spécialité, on souligne, on met au même niveau, et on a travaillé ça avec le ministère de l'Agriculture, l'enseignement d'agrobiologie ou de bioagrologie, je ne sais jamais comment il s'appelle, et qui intéresse beaucoup les jeunes qui s'intéressent… Pour les métiers de l'environnement, essentiellement. Et on met un petit astérisque, on dit attention, c'est donné que dans les lycées agricoles. Si vous voulez suivre cet enseignement, pour passer un bac général, il faut aller au lycée agricole. Et ça contribue petit à petit à faire connaître le fait qu'il y a une voie générale en lycée agricole, mais c'était très peu connu. Une réaction, avant de donner la parole à Pierre Chavant, voilà, de PH, donc dans le chat, le problème n'est-il pas en premier lieu l'image de l'agriculteur véhiculée par les médias plus que celle de l'enseignement agricole? Voilà, c'est ce que indirectement vous venez de dire. Oui, c'est un peu ça. Et alors pour ça, il y a eu quand même une campagne à la fois sur les métiers de l'agriculture et sur les formations agricoles qui a été menée tambour battant au printemps par le ministère et qui notamment a été poussée vers les réseaux sociaux pour que les jeunes découvrent la réalité de la variété des métiers et la façon de les exercer. Donc petit à petit, ça va aller mieux. Pierre Chavant, je viens à vous. Pardon, mais je pensais que sur ce sujet, Guillaume Ournac avait peut-être envie de réagir. Voilà, l'image de l'agriculteur, quelle est-elle aujourd'hui? Et puis une autre question dans le chat, d'ailleurs c'est la même personne, n'hésitez pas à aller voir les agriculteurs proches de chez vous pour les rencontrer, connaître leur métier. Est-ce que par exemple, vous Guillaume, vous accueillez des jeunes sur votre exploitation? Vous avez des collèges, des lycées qui viennent vous rendre visite ou par votre métier, vos réunions, votre rayonnement dans la région, voilà, vous arrivez à faire évoluer cette image? Oui, on rencontre pas mal de jeunes qui ne sont pas du tout du métier, qui viennent nous voir. C'est vrai que l'agriculteur en général n'est pas très bien vu dans cette période, mais bon, je pense qu'on y travaille et je pense que tout le monde travaille dans ce sens-là aussi. Pas bien vu parce que c'est un métier difficile, avec des horaires difficiles, c'est ça? Il y a plusieurs choses, voilà, il y a la dureté du travail qui fait que c'est un peu ingrat, comme métier, mais je pense qu'il y a des métiers qui sont plus ingrats que le nôtre, mais il y a beaucoup aussi toutes ces questions au niveau environnemental qui se posent, et donc du coup il y a un très gros travail à faire là-dessus, et éclaircir beaucoup de choses pour vraiment montrer à tout le monde que on peut faire quelque chose, on peut avancer, on n'est pas cloisonné. Vous êtes en perpétuelle évolution et d'ailleurs il y a aussi des métiers autour de l'environnement qui sont proposés par l'enseignement agricole. Pierre Chavant, une réaction peut-être justement sur Catherine là, qui disait voilà, dans l'esprit des profs principaux, eh bien l'enseignement agricole n'est pas forcément très bien connu alors que ce sont eux qui sont au contact des jeunes, notamment pour l'orientation. Moi, je partage tout à fait ce que disait Madame la directrice générale. C'est l'enseignement agricole a une palette qui est tellement large. Comment aller dire aux familles ou aux professeurs principaux, je pense à notre cas, qu'on a des filières services aux personnes qui vont permettre à des élèves de devenir aides-soignants ou auxiliaires puériculture. C'est quand même un tout petit peu compliqué. Et je pense que c'est ça la difficulté, c'est que l'enseignement agricole, je le vois bien avec mes parents, ils pensent agriculture, mais tous ces métiers connexes, très larges, vers lesquels on a des formations, ben c'est beaucoup plus compliqué de leur faire comprendre. Hein, on va aller plutôt faire un bac que le prof principal ne peut pas être au courant de tout, c'est ça aussi? Complètement. Ben, il sera plus au courant des filières éducation nationale. Je vois, par exemple, pour nous, il ira vers un bac pro à SSP, accompagnement, soins, services aux personnes, plutôt qu'un bac pro SAPAT. Le témoignage dans le chat, Madame D, je ne vais pas forcément donner votre nom. Quand mon fils était en difficulté en 5e, personne ne m'a aidé à trouver un parcours pour mon fils. J'ai trouvé moi-même visiter les écoles proposant des 4e professionnels, 3 seulement dans le Finistère, et maintenant il a retrouvé le sourire et l'envie d'étudier. Il est vraiment dommage que ces filières ne soient pas présentées dès la 6e. Tiens, c'est une idée ça, dès la 6e, est-ce que ça ne peut pas être une piste? Madame Alexandre Bailly peut-être, et après Monsieur Chavant. Oui, on a… alors,
ce qui est très compliqué, si vous voulez, c'est que tant qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'attention des parents à des offres différentes. Les parents, on est tous pareils, hein, je me mets dans le lot et je dis on ou nous. On a tous envie que nos enfants soient à la fois les meilleurs élèves possibles, les plus épanouis, les plus heureux, et nous rendre fiers en même temps. Et donc, quand on n'a pas de soucis, si on vous dit, vous savez, il y a peut-être une solution à tel niveau, tel niveau, tel niveau, on n'écoute pas. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que les parents puissent dialoguer au moment où ils en ont besoin, où ils au bon moment. Solution. Et ça, c'est pas toujours simple. Dès la 6e, Pierre Chavant, c'est trop tôt pour parler de toutes ces possibilités d'orientation? Non, je pense pas. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau du collège. Quand on se rend compte qu'un jeune risque de décrocher, que ça commence, qu'il est en souffrance, je dirais en souffrance pédagogique, eh bien, on commence à expliquer aux familles qu'il y a peut-être une autre voie possible, que l'on va y réfléchir, qu'on leur propose aussi de venir voir avec, quand ils sont en 5e, une immersion au sein de l'établissement. Mais je pense que de leur dire en 6e, attendez, il y a peut-être d'autres solutions qui vont permettre à votre jeune de réussir, pour certaines familles, c'est salutaire parce que du coup, eh bien, je vois nous, dans le cadre de notre ensemble scolaire, on va faire quelques aménagements, on va pouvoir déjà préparer le cursus. Bien sûr. Dans le chat, voilà, le lycée agricole prépare aussi au métier de la forêt, voilà, une source, un chemin possible, et rappeler aussi que SAPAT, le lycée agricole prépare donc au service à la personne et au territoire, et ça donne des métiers formidables. On en avait vu dans les précédents webinaires, travailler sur le tourisme, travailler en partenariat avec Pôle emploi. Voilà, c'est vrai que l'enseignement agricole ne prépare pas qu'au métier d'agriculteur et qui travaille avec des bêtes, et vous êtes tous là ce soir pour le montrer. Peut-être une dernière question, peut-être pour Martine, et je ne sais pas, peut-être pour Magali aussi. Y a-t-il des difficultés au sein des fratries lorsque l'un des enfants choisit des études dans l'enseignement agricole? Voilà, quand tous les enfants n'ont pas tous le même parcours. Magali, Martine commence. Alors, le frère de Siméon est en école d'ingénieur, et au début, il était très réticent à ce que son frère part en technologie, en filière technologie. Au début, il a essayé d'en dissuader, mais il dit, mais maman, tu ne vas pas le laisser partir en technologie. Je lui ai expliqué que c'était son choix et qu'il fallait lui faire confiance. Et aujourd'hui, voilà, il est très fier du parcours de son frère. Oui, 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 oui. Mais ça a mis des tensions à un moment donné, parce que Joseph ne comprenait absolument pas que son frère puisse décider cette orientation. Oui. Peut-être Nino, alors je ne sais pas si tu as des frères et sœurs, je ne vais pas parler avec toi, mais est-ce que dans ta famille, voilà, par rapport à tes frères et sœurs, si tu en as, est-ce que ton choix a interrogé ou pas du tout? Mes frères et sœurs, ils sont un peu petits encore pour comprendre ça, je pense. D'accord. Le plus grand, il a 9 ans, donc je ne pense pas qu'il comprend encore là. D'accord, ok. Magali, peut-être, de votre côté, vos 4 enfants, comment ça se passe? Naïs, c'est numéro 3, hein, mais je pense que les 2 grands voyaient tellement leur sœur malheureuse, qui qu'on fasse jamais attention à son handicap, que finalement, quand ils ont vu que là où elle était bien, ils étaient contents pour elle, quoi. 2 dernières toutes petites questions avant de conclure, peut-être pour Pierre Chavant. Qu'en est-il de la mixité garçon-fille dans ces filières? Et puis une question aussi sous forme d'étonnement, j'ai l'impression, sur les petits effectifs en seconde. Sous-entendu, comment on peut avoir des petits effectifs en seconde? Sur la mixité filles-garçons, bon, ça dépend évidemment des formations. Alors, si je reparle des 4e, 3e, nous, on est à peu près 50% de filles, 50% de garçons, parce qu'on a vraiment conduit ces classes-là comme une alternative pédagogique qui ne prépare pas à une filière, mais à un choix possible après la classe de 3e, puisqu'il y a un vrai palier d'orientation. Donc, on est à peu près, oui, autant de garçons que de filles. Et au lycée? Et au lycée, comme on a des filières service aux personnes, c'est clair qu'on est plus à 2 tiers de filles et 1 tiers de garçons. Et là, c'est peut-être plus lié au choix des options que nous proposons. Et sur la seconde, voilà, sur le faible effectif, vous avez tous témoigné pour dire que vous étiez peu quand vous étiez élève et qu'en tout cas, il y a un vrai accompagnement. Voilà, comment on peut avoir un faible effectif dans l'enseignement agricole? Comment ça s'explique? Pierre Chavant.
Comment ça s'explique? Je ne peux pas dire qu'on en soit toujours super content ou ravi de ces faibles effectifs. Moi, bon, voilà, en seconde, oui, je dirais c'est aussi peut-être ce que l'on remarque au sein des lycées professionnels, même de l'éducation nationale. On a du mal à recruter. Par contre, sur ma classe de 4e, j'ai 26 élèves. Je ne suis pas à faible effectif, mais on fait des dédoublements. Et vous êtes 35 en 3e. Et on est 35 en 3e, mais là, j'ai fait 2 classes de 15-16 justement pour qu'on puisse travailler correctement, parce que 35 élèves, ce n'était pas possible. Sachant que cette année, dans l'enseignement agricole, il y a un peu plus d'élèves que les années précédentes et le CNEAP s'en sort encore mieux, puisque je crois qu'il y a 4% d'élèves en plus, sans donner trop d'informations que Maud va vous donner dans un instant pour conclure. Merci à tous en tout cas, on aurait envie de vous écouter sur beaucoup plus longtemps. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés, en tout cas pour nous qui étions à vous écouter, c'était passionnant. Et je vais laisser Maud Adam conclure ce webinaire. Il faut juste ouvrir ton micro, Maud. Effectivement, on a eu la chance d'entendre des témoignages très riches, des retours d'expérience très justes, qui nous souhaitons vous auront permis de démêler vos questionnements en matière d'orientation et d'offres éducatives. Comme le disait Sophie, effectivement, l'enseignement agricole sort du lot, j'ai envie de dire, cette année. Notre réseau, le réseau CNEAP, constate une augmentation de ses effectifs, effectivement, de 2%. Quant au niveau national, toute fédération d'enseignement agricole confondue, l'augmentation est de 0,6%. Donc, on constate peut-être un regain d'intérêt pour les métiers nature, pour les métiers services, pour les métiers, en tout cas, en proximité d'environnement. Donc, c'est quelque chose qu'on espère voir se concrétiser dans les années à venir. En parlant d'orientation, vous avez à l'écran le schéma des parcours de formation possibles dans les établissements du réseau CNEAP, depuis la classe de 4e, dont on a beaucoup parlé ce soir, jusqu'à la licence, avec des poursuites d'études possibles jusqu'au master, on l'a vu également. Ces parcours s'inscrivent dans les filières métiers sur lesquelles ouvre l'enseignement agricole. Elles sont nombreuses, tout comme le sont les métiers qu'elles représentent. Vous retrouvez ces filières donc, dans les 180 lycées de notre réseau. Et comme a coutume de le préciser Philippe Poussin, le secrétaire général du CNEAP, la couverture territoriale du réseau fait qu'il y a forcément un lycée agricole près de chez vous. Donc n'hésitez pas à prendre les petits chemins à droite, à gauche pour vous en rendre compte. Nous arrivons donc au terme de ce rendez-vous. Je tiens à remercier nos témoins pour leurs interventions pertinentes et surtout sans filtre, ainsi que Madame Alexandre Bailly, grand témoin de ce rendez-vous pour sa présence, son expertise et son analyse très intéressante du sujet. Je remercie également les lycées du CNEAP qui ont répondu à nos sollicitations pour bâtir cette table ronde. Nous ne l'avons pas fait tout seuls. Nous sommes bien dans une dynamique de réseau au service de vous, les familles, les parents. Et j'y associe également Damien Blanchard et Alain Gachignard, mes 2 collaborateurs, ainsi que Sophie Orange. Merci vraiment à eux. Nous vous donnons rendez-vous en janvier, puis en mai prochain pour poursuivre ensemble notre cycle « Réussir avec le CNEAP ». Et puis n'oubliez pas, j'en ai parlé au début, nos précédentes tables rondes sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube du CNEAP. Merci à tous, très belle fin de journée et à bientôt.